Le cas Fouché est très très intéressant parce que Fouché, c'est pas simplement une expérience individuelle. C'est toute une partie de la classe sociale bourgeoise éclairée dans la modernité des lumières du capital qui s'adapte, qui bouge, qui se métamorphose. On va trouver Fouché à l'avant-garde des montagnards les plus radicaux. On va trouver Fouché dans la compromission thermidorienne et dans la recomposition consulaire qui nous mène à l'Empire. Et on va le retrouver dans la décomposition napoléonienne qui nous amène à la Restauration. C'est pas simplement que Fouché est un arriviste, opportuniste, et qu'il veut faire carrière et qu'il suit tous les pouvoirs. Il est, d'une manière particulièrement emblématique, l'expression de toute une fraction de classe de la bourgeoisie qui, pendant toute cette période révolutionnaire, n'a vécu que pour deux territoires de contrôle, extermination des insurrections paysannes comme les guerres vendéennes ou les surgissements à Lyon de contestation de l'ordre républicain en mouvement, et à Paris, l'extermination de la sans-culotterie révolutionnaire. Donc, si vous voulez, je défends les intérêts de classe de la bourgeoisie en tant qu'avant-garde du développement de la marchandise. En 93, pour écraser la sans-culotterie révolutionnaire et pour écraser la paysannerie en insurrection de l'Ouest parisien, la bonne carte, c'est la montagne. Mais une fois que la montagne a réalisé cette expression nécessaire de réaménagement social, il faut, pour que les affaires marchent, passer à une situation de réadaptation, modernisation, et c'est l'apogée thermidorienne. Mais la phase thermidorienne, même si elle produit un calme qui fait redémarrer les affaires, elle n'est pas stabilisée à l'échelle européenne et elle ne l'est pas non plus à l'échelle nationale. Il faut passer à quelque chose de beaucoup plus construit. Donc, on devient un adepte du consulat. Mais le consulat, dans cette guerre commerciale que l'Angleterre fait à la France et qui organise toute une série de brisures dans la géopolitique européenne, elle n'est pas encore suffisamment stabilisée. Donc, le coup d'État de Napoléon, avec ce qui va produire ultérieurement le surgissement impérial, c'est la bonne carte pour la bourgeoisie d'affaires. Mais la bourgeoisie d'affaires, dans le cadre des guerres napoléoniennes, dans le cadre de la problématique du blocus commercial, dans le cadre de l'affrontement avec à la fois la guerre espagnole, la guerre russe, la guerre allemande, d'un seul coup, elle sent que la reproduction de ses affaires est en danger. Donc, elle s'adapte, elle se dit, mais oui, maintenant, c'est la carte Louis XVIII. Donc, il faut bien comprendre que, comme vous l'avez dit, l'État, comme structure unitaire de synthèse du corps social divisé, bouge et toute une série de gens s'adaptent, se réadaptent, se modifient. Il y avait toute une mythologie en 1973 autour du coup d'État militaire de Pinochet au Chili. Mais peu de gens savaient que Pinochet avait été nommé ministre de la guerre par Allende. C'est-à-dire qu'il y a un bordel social généralisé au Chili, Allende et Pinochet n'arrivent pas à le colmater pour que le capital redémarre. Une fois que Allende, avec toutes les mystifications de la gauche du capital, n'a pas pu arrêter les grèves, n'a pas pu arrêter les déstabilisations, Pinochet lui dit la manière dont tu as bossé n'est pas bonne, on va passer maintenant à autre chose. Mais ils sont dans le même gouvernement. Ils sont dans le même gouvernement. La grande répression des Asturies en 1934 en Espagne, organisée par la République espagnole, la gauche espagnole, elle envoie le général Franco massacrer les mineurs asturiens. La République et Franco, c'est la même chose. Et il y a un gigantesque bordel social en 1936. Donc Franco dit, puisque vous n'êtes pas capable de gérer ce bordel social, on va le faire d'une manière militaire. Et la guerre d'Espagne, c'est deux mythologies qui tournent autour du comment écraser le prolétariat. Il y a la manière dure du franquisme, on va écraser le prolétariat par une gigantesque dynamique militaire d'étouffement,
Et puis il y a la politique du Front populaire, on va le bousiller de l'intérieur en cassant le mouvement d'insurrection des collectivités, en enfermant le prolétariat dans le ministérialisme et le réformisme. Et c'est toujours la même chose. La gauche et la droite sont les deux mêmes mains d'une même oppression. Et on voit constamment des gens passer d'un mouvement à un autre mouvement. Et l'exemple de Fouché est très très significatif parce qu'il a fait tous les systèmes. Il a fait tous les systèmes. De 1789 à 1820, Fouché a fait tous les systèmes. Mais il faut comprendre que c'est pas un truc bizarroïde. C'est ce que Hegel appellerait l'immanence de la ruse de la raison. L'immanence de la ruse de la raison. Mitterrand, après 68, le triomphe du gauchisme de la marchandise, le congrès d'Épinay. Nous sommes socialistes. Ceux qui ne veulent pas de rupture avec le capitalisme n'ont rien à faire au sein du Parti socialiste. On a un discours radical. Pourquoi on a un discours radical? La CFDT est radicale à l'époque. On parle de pouvoir ouvrier. C'est-à-dire qu'après la grande défaite de 68, le gauchisme de la marchandise a dû asphyxier les queues de comète du mouvement prolétarien. On n'est pas arrivé à la rigueur avec Mauroy en 83 du jour au lendemain. Entre 1970 et 1983, le PS a eu un discours gauchiste, puis un discours gauchard, puis un discours centriste. Donc il faut bien comprendre que l'État a des discours, il a des écuries, il a des chapelles, il a des structurations, il a des raquettes, il a des gangs, mais tous ces gangs-là, même s'ils s'opposent à un moment donné, sont complémentaires. Ils constituent la même unité dialectique. De l'ultra-gauche du capital à l'ultra-droite du capital, tous les parcours étatiques sont complémentaires et indissociables. Et en fonction des temporalités, des crises, des nécessités de la dialectique des forces productives, le cheminement historique pioche dans sa spontanéité et dans son immanence dans les écuries politiques pour avoir effectivement les équipes politiciennes qui correspondent à chaque nécessité du temps en mouvement.